Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Transport et développement humain. Dirigé par Michel Cagnot. Le transport fait partie de notre décor quotidien. Il mérite que nous lui accordions une grande attention. Il permet les échanges et à ce titre favorise le développement humain. Le transport est constitué de modes, route, mer, fer, air. Tous ont une place et selon la place que leur assigne l'homme, ils auront des conséquences sur le développement des modes de vie, des nuisances, du peuplement, de la qualité de la vie, etc. Jusque-là, le transport n'a pas suscité de réflexion globale. Il est souvent resté un objet d'appât électoral au mépris des enjeux réels. Cette collection, en permettant aux points de vue les plus divers de s'exprimer, focalisera l'attention sur ce secteur primordial pour l'organisation des sociétés et l'équilibre humain. Déjà paru. Daniel Brigaut, chef d'établissement SNCF 1953-1993. Mémoire d'un cheminot de l'exploitation. De l'élève au cadre supérieur, 2003. Anne-Sophie Saouzanet, Les liens ferroviaires du sud de la Bretagne avec Nantes, 2002. Laurence Salietto, Transport aérien et systèmes informatisés de réservation, 2002. Stéphanie Sauvé, Mobilisation contre les infrastructures d'intérêt général. Cas du projet TGV Ouest, 2000. Michel Cagnot, Michel Joindreau, Yvon Rocon, La transversale Alpes-Atlantique. Le trait d'union entre Europe et Océan, 2000. Dédicace. À Jean-Yves, à Jean-Pierre, à Fred, et à tous ceux qui ont nourri, accompagné et entretenu ma passion pour le rail jusqu'à le promouvoir et le défendre contre vents et marées. À tous les bénévoles Altro, Ludovic, Antoine, Jacques, Jean-Claude, Maurice, Bertrand, Jean-Marc, Guillaume, qui ont permis que la réflexion via Atlantica vive et ne s'éteigne pas en l'accompagnant à un moment ou à un autre. LGV. Ligne à grande vitesse. LNPN. Ligne nouvelle Paris-Normandie. POCL. Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Eléno BPL. Ligne nouvelle Ouest-Bretagne-Pays de Loire. VFCEA. Voie ferrée Centre-Europe Atlantique. NFELB. Nœud ferroviaire lyonnais. Autres abréviations rencontrées dans l'ouvrage. VO, barreau Est-Ouest. FNOT, Fédération nationale des usagers des transports. LIDEFIT, ligne de desserte fine de desserte du territoire. LOM, Loi d'orientation des mobilités. NDDL, Notre-Dame-des-Landes. SNIT, Schéma national des infrastructures de transport. TER, Transport express régional. TERGV, Transport express régional à grande vitesse. Introduction. Ce livre est destiné à tous les citoyens qui veulent prendre en main leur destin et œuvrer contre les causes des changements climatiques en agissant sur une de ses sources majeures, le transport. Les citoyens, probablement les mêmes, soucieux du service public ferroviaire, sont également concernés. Ce livre vous mettra au niveau pour vous permettre de participer aux différents débats mobilité de manière constructive et en toute connaissance de cause. Vous aurez alors la fierté d'être un citoyen responsable agissant pour les générations futures. Le temps nous est désormais compté avec les différents rapports, dont ceux du GIEC, Groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, sur l'urgence climatique. Et la rupture ne s'est toujours pas faite dans le transport, un des secteurs les plus pourvoyeurs en émissions de gaz à effet de serre, à raison de 28%, sans oublier sa grande dépendance au pétrole menaçant chaque jour davantage notre souveraineté dans un monde incertain et dangereux. Non, le transport et sa composante ferroviaire, ce n'est pas uniquement de la technique aux mains des seuls experts qui nous conduisent là où ils veulent, privilégiant calculettes et tableaux Excel, c'est aussi de l'aménagement du territoire, de la santé publique, du lien social, et à ce titre chaque citoyen est expert à condition de s'intéresser au sujet, chaque citoyen a son mot à dire. C'est pourquoi la vulgarisation de ce sujet est impérative car les citoyens doivent pouvoir s'en emparer pour avoir les éléments de base afin d'être en mesure de participer à de véritables débats sur les enjeux et vérifier le bon emploi de l'argent public. Le projet Via Atlantica est le fil conducteur de cette révolution de la mobilité et de la réduction des fractures territoriales qui en découlent. Il est temps que son épopée, entamée il y a 24 ans,
trouve sa conclusion dans une réalisation rapide grâce au soutien du plus grand nombre rassemblé au sein de l'association logistique Transport Ouest, Altro, chance, opportunité unique pour la France périphérique. Un projet qui, durant sa courte vie, a mis en lumière les blocages et l'absence de pilotage de l'ensemble des projets ferroviaires. Ancien cadre SNCF, conscient que le rail a encore un rôle à jouer et que la démocratie, à l'inverse d'autres régimes qui tirent leur survie sur la recherche de boucs émissaires, doit pour vivre être capable de proposer des projets fédérateurs comme la Via Atlantica, je continue à y croire plus que jamais. Lancer un projet de cette envergure, c'est faire un pari sur l'avenir. C'est introduire de la prospective, là où il n'y a que des préoccupations immédiates. Certains secteurs peuvent s'en accommoder, le transport à cause des lourds investissements qu'il nécessite en souffre. Compte tenu de la lourdeur des investissements en cause, c'est faire preuve d'une inconsciente légèreté que de penser que les problèmes soulevés seront réglés, lorsque le moment sera venu. En réalité, le moment est venu d'étudier très sérieusement la réalisation d'une véritable transversale ferroviaire, fret et voyageurs, qui, agissant comme une colonne vertébrale, apporterait, plus que de simples améliorations, une véritable révolution dans les échanges pour les 2/3 de l'Europe. Ce n'est donc plus le projet d'une ville, d'une région ou encore d'un pays, mais celui d'une communauté d'intérêts dont tous les éléments sont ainsi certains d'être amarrés à l'Europe par leur intégration au réseau en cours de construction. Un projet qui donne, enfin, un contenu au développement durable. Ensemble citoyens, approprions-nous-le. Rien ne saurait justifier les freins à une réalisation prenant véritablement en compte, pour une fois, l'intérêt général. Ainsi était rédigé l'éditorial du numéro 1 du bulletin d'Altro, Transport 2020, en 2000 à une époque où l'on voyait l'inauguration de la transversale pour 2020, c'est-à-dire déjà hier, ou l'histoire d'un léger retard. Chapitre 1 Le train, des critiques et un mode malmené par un contexte hostile. Avant de parler projet ferroviaire, il faut savoir si le train a un avenir ou s'il n'a pas amorcé son déclin avec les fermetures des lignes qui sentaient si bon la France rurale dans les années 30. Le bourg, c'était 4 bâtiments incontournables. L'école, l'église, la mairie et la gare, porte d'entrée et de sortie pour qui voulait aller voir ailleurs s'il y était. Puis l'école a fermé, suivi de la gare et enfin de l'église, les derniers habitants ne croyant plus à rien, pour laisser seule, une mairie décrépite, ouverte le lundi et le vendredi de 14h30 à 15h. Les bourgs sont désincarnés, la gare n'est plus que ruine ou convertie en maison des associations. Les rails ont disparu depuis longtemps déjà. La grande vitesse a semblé sauver le train, mais après avoir été adulée, la voilà rejetée. Versatilité humaine. Peu après l'accident de Brétigny et ses 7 morts, Le Point titrait le 21 juillet 2013 « Le train reste le moyen de transport préféré des Français ». 5 ans après, les Français persistent et signent. Ainsi, le président de la SNCF, lors de la présentation de bons résultats de la SNCF le 27 février 2018, déclare : « Les Français aiment le train, ils veulent plus de trains, ils veulent un train moins cher et de meilleure qualité. C'est notre travail. » En 2019, la FNOT, Fédération nationale des usagers des transports, indiquait qu'en cas de transfert d'une ligne ferroviaire sur le car, entre 25 et 51% de la clientèle ferroviaire retourne à la voiture. En revanche, dans le cas inverse d'une réouverture de ligne, 65% des voyageurs préfèrent le rail. Le train a-t-il un avenir ? J'écoute les Français. Le train c'est cher. Avec tous ces retards, le système ferroviaire n'est plus fiable. Ma ligne va être fermée 6 mois pour pouvoir faire des travaux. Il va falloir se débrouiller. Il nous trimballe dans des wagons antédiluviens. Le TGV, c'est le train des riches, des CSP+. Les LGV, des projets pharaoniques qui assèchent les finances publiques pour satisfaire la vanité d'élus en mal d'éléphant, blancs. Et les cheminots, des nantis avec la retraite à 50 ans. Et ils ont même une prime de charbon. Vivement que ça passe au privé. Le train s'est arrêté en rase campagne sans que l'on sache pourquoi. Puis annonce, au bout d'1 heure, retard indéterminé suite à un problème technique. 3 heures. On est resté 3 heures. Nous étions séparés d'une route salvatrice par un chemin boueux sur lequel nous avons dû patauger pour rejoindre le car venu nous secourir. Le train c'est cher, encore. Bon,
Je vais reposer la question car vous n'avez toujours pas répondu, le train a-t-il encore un avenir? Ou peut-il jouer un rôle dans la mobilité de demain? Oui, mais sans les cheminots. Ils ont baissé la vitesse à 60 km/h entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Là, visiblement, il n'y a plus d'avenir. 3 heures pour faire La Rochelle-Nantes contre 2h15 pour un quart. Ils veulent fermer la ligne, c'est évident. Et le fret, parlons-en. Il serait temps de mettre tous ces camions qui nous encombrent les routes sur des trains. Que fait la SNCF pour remédier au dysfonctionnement? Un avenir, oui, si l'on arrête de construire des LGV qui sont des gouffres financiers. Il n'y a plus d'argent, gardons le peu qui reste pour moderniser le réseau classique. Correspondance à Angoulême pour La Rochelle manquée, à 5 minutes près. Résultat, terre suivant jusqu'à Saintes puis taxi pour gagner La Rochelle qui ne nous fait pas regretter le train, le chauffeur n'oubliant pas sa fonction première en nous déposant carrément chez nous. 2 heures de retard à l'arrivée. Bref, commencez un trajet en train, vous le finirez en taxi. Ça doit être ça ce qu'ils appellent la multimodalité. Un avenir oui, s'il y a des trains presque partout. Le train n'est plus fiable. Une correspondance de 10 minutes que j'appréciais il y a 30 ans quand ça marchait bien, m'effraie aujourd'hui, et je préfère prendre le train précédent pour ne pas malmener mon cœur vieillissant. J'ai voulu aller à Clermont-Ferrand voir ma fille depuis Bordeaux, la galère. 9 heures en passant par Paris. On le fait une fois mais pas deux, la prochaine fois ce sera Bu ou Blablacar. Le train c'est cher, encore et toujours. Venant de La Rochelle, le train a 20 minutes de retard et arrive à Poitiers 3 minutes après le départ du train pour Limoges. Les 3 voyageurs en détresse que nous étions sont conduits vers un taxi qui nous amène à Limoges via la Turquie, le chauffeur étant un Turc intarissable sur les merveilles de son pays. Nous sommes arrivés à Limoges en même temps que le TER, qui nous avait snobés à Poitiers. Coût 247 €. C'est toujours les petits, les plus modestes, qui sont pris en otage avec leur grève à répétition. Vivement que ça soit privatisé, ça leur fera les pieds. À croire que les syndicats sont des infiltrés du lobby routier, pour casser cette entreprise ainsi et l'affaiblir face à la concurrence des autres modes. Vivement la concurrence. À quand une transversale pour nous éviter d'avoir à faire des singeries par Paris? Passer par Paris, c'est plus cher et absurde, la ligne droite étant le plus court chemin d'un point à un autre. Travaux sur la ligne Paris-Amiens. Ils nous font passer par Compiègne. 1 heure d'arrêt. Puis train en panne, soit 5h20 pour faire un trajet qui demande habituellement 1 heure. La SNCF ne fait rien pour garder ses clients. Un avenir oui, si les clients sont mieux traités. Vivement qu'ils automatisent les lignes pour être délivrés de leur grève. Si le train était moins cher, je le préférerais à Blablacar. Super quand ça marche. Pas de limitation de bagages contrairement au bus et à l'avion, et plus confortable que Blablacar où l'autre fois j'ai dû voyager avec ma valise sur les genoux. Toujours en grève. En bloquant les trains et en intimidant les non-grévistes, la CGT a des méthodes totalitaires, pour ne pas dire fascistes, et veut la mort du chemin de fer. Récrimination qui résonne encore aux oreilles des guichetiers, des contrôleurs et des agents d'accueil, en première ligne, et sur les plateaux télécafés du commerce où se déversent les raccourcis réducteurs. Où est donc passée l'affiche de 1960 qui célébrait « Vitesse, exactitude, confort » Côté technostructure, les sachants officiels, ces techniciens technocrates, hallucinés par leur vérité, qui imposent leur choix aux citoyens plutôt que d'être à leur écoute. Quand vous avez une proposition sans parler d'un projet, ils vous font comprendre que vous êtes à côté de la plaque, le train trop cher, pas rentable, ringard. Il n'y a personne. Il ne faut pas opposer la route et le rail. Qui va payer toutes ces ardoises dont la dernière en date est celle de la Cour des comptes sur le coût du TER? Fermons ces lignes déficitaires et remplaçons-les par des bus. Côté écologiste, les LGV sont responsables de la dégradation du réseau classique en leur volant leurs voyageurs. Elles assèchent les lignes qu'elles doublent en précipitant leur chute dans l'attente de la fermeture, ou tout au moins de la réduction drastique et de la dégradation du service. Il faut réinventer les trains d'aménagement du territoire circulant à 200 km/h et faire du THNS, train à haut niveau de service. Côté syndicat cheminot, l'État veut privatiser la SNCF, c'est la mort du service public.
La concurrence, c'est la fin de la sécurité pour l'usager. La direction de l'entreprise est à la solde du gouvernement qui veut la casse du ferroviaire. Non à la privatisation rampante. Non à la concurrence qui tue le service public. La politique du gouvernement, c'est l'ultralibéralisme dont le but est la casse du service public. Côté industriel, aucune fiabilité, les wagons se perdent. La route est moins chère et plus fiable. On ne peut pas compter sur le rail toujours en grève. Les marchandises ne sont pas prioritaires par rapport aux voyageurs. Côté élu, quel mal déjà pour chercher des financements pour une ligne, la renaissance du ferroviaire c'est pas gagné. Si l'État n'est pas moteur, peu de chances de voir aboutir un projet. Si l'État s'intéressait un tant soit peu à la vie des collectivités, ça se saurait. Si Bercy n'est pas favorable, c'est mort. Mais, les citoyens veulent-ils du train ? La technostructure veut-elle du train ? Et les syndicats cheminots ? Et les écolos ? Et les industriels ? Et les élus ? Et les usagers, selon la terminologie syndicale qui fleure bon le service public ? Et les clients selon le terme jugé trop libéral, de la direction SNCF ? Et quel train ? Train alibi ou train véritable acteur des transitions énergétiques et écologiques ? Train d'appoint bonne conscience ou colonne vertébrale de la mobilité ? Bref, très difficile à synthétiser car il y a 66 millions d'experts, tout le monde a un avis qu'il pense éclairé sur le train. C'est la France. Sans oublier un contexte qui malmène le transport ferroviaire depuis les années 30. Quel état d'esprit à son encontre ? Au-delà de tous ces bruits, quelle est la réalité dans laquelle baigne le ferroviaire ? Revenons sur l'histoire pour expliquer le contexte dans lequel se débat le ferroviaire aujourd'hui. L'apogée du chemin de fer se situe en 1930, avant l'amorce du lent déclin incarné par le programme de coordination lancé par le ministère des Travaux publics en novembre 1937. Officiellement, il s'agit de mettre un terme à la concurrence entre lignes routières exploitées à titre libre par des sociétés privées et les lignes de chemin de fer parallèles des grands réseaux. Toutes les dessertes ferroviaires décrétées déficitaires sont brièvement étudiées les unes après les autres sous la direction des conseils généraux. Or, une subvention proportionnelle au kilométrage des dessertes ferroviaires supprimées est promise au département, d'où la suppression de 10 000 km de dessertes ferroviaires en 1938-1939, alors que le kilométrage des lignes routières fermées reste marginal. L'appât du gain, qui caractérise le court-termisme, ennemi du rail, plus fort que l'examen sérieux de chaque situation, d'où des fermetures sans aucun discernement. On taille à la machette. L'apparition de la voiture annonçait la révolution de la mobilité et la solution aux problèmes de déplacement. Les compagnies font front aux voitures et aux cars avec des solutions pour sauver leurs services, telle l'introduction des premiers autorails pour réduire les coûts d'exploitation et augmenter les performances. Les compagnies cherchent à lutter face à des assemblées départementales séduites par les subventions liées à la suppression des lignes. On supprime la ligne, donc tous les problèmes, principalement le déficit, tout en gagnant de l'argent. La bonne et belle affaire. La route réglera tout. Bêtise et trahison forment le cocktail de la descente aux enfers du rail français. Fin des années 30, le bon côtoie le mauvais avec une bêtise évitée de justesse. La ligne de la Bastille qui relie Paris à Marle-en-Brie via Vincennes, Boissy-Saint-Léger et Verneuil-l'Étang, 66 km, ligne urbaine jusqu'à Boissy, 23 km, et rurale au-delà est menacée. La Compagnie de l'Est, qui l'a maintenue dans un état de sous-investissement chronique, veut s'en débarrasser en la rétrocédant à la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, CMP. En vain. Obéissant alors à la spirale du déclin, elle réduit le service et propose la fermeture de la ligne fortement déficitaire en 1937. Funeste proposition qui échouera grâce à l'opposition virulente des élus et de la population de la partie urbaine. Dans le même temps, le bond avec l'électrification de la ligne de Sceaux, dont l'exploitation est confiée à la CMP. Le trafic double dès la première année et l'électrification, couplée à la modernisation, se poursuit en 1939 jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses, 31 km. Deux poids deux mesures pour deux situations comparables. 1.
L'élagage continue avec d'autres grosses bêtises comme la fermeture en 1948 de la ligne Toulon-Saint-Raphaël par le littoral varois. En 1939, le train mettait 1h35 pour les 61 km de Toulon à Cavalère, modernisé il aurait mis 1h10. 2020, la voiture c'est 1h20, le quart 2h36 et un littoral ravagé par les bouchons en été. Et plus au nord-est, la trahison qui frappe le tunnel ferroviaire de Sainte-Marie-aux-Mines permettant des liaisons rapides Nancy-Colmar. Inauguré en 1937, il n'aura été utilisé que 32 ans si l'on exclut les 3 ans d'immobilisation pour fait de guerre. C'est l'œuvre de Maurice Lemaire, directeur général de la SNCF de 1946 à 1949. Élu en 1951 député des Vosges, il lorgne sur le plus long tunnel ferroviaire intégralement en France, 6,9 km, pour le fermer au train en 1973 et l'ouvrir aux voitures en 1976, tunnel routier qui aujourd'hui porte son nom. Trahison pour les cheminots, la rumeur se développe sur ces directeurs SNCF qui tueraient le rail dans un périmètre précis pour pouvoir ouvrir une entreprise de bus subventionnée par le département. Trahison de l'intérêt général. Défiance des cheminots envers une direction qui aide aux fermetures au lieu de développer l'outil. Il est stipulé, pour calmer les défenseurs du tunnel ferroviaire, que 10 ans après on pourra étudier la mise en place de rails, le tunnel se fermant à la circulation routière lors du passage du train. On en rigole encore. Nouvelle fermeture de 7300 km entre 1967 et 1972. Beaucoup de ces lignes n'avaient plus qu'un train par jour avec le train ouvrier. À l'heure de la voiture triomphante, hors de question de s'interroger sur leur modernisation. L'immuable train ouvrier partait à 6 heures pour repartir à 18h30 quand les dits ouvriers commençaient plus tard et terminaient plus tôt. Été 1973, l'Ardèche, premier département sans train de voyageurs. Stupeur par le symbole, le temps d'un été. 1988, la SNCF décide unilatéralement de fermer la liaison directe Dieppe-Paris, et de la transférer via Rouen avec rupture de charge pour un trajet demandant 2h19 en 2020. En 1938, un train direct mettait 1h47 évitant le nœud ferroviaire rouennais aujourd'hui saturé. Depuis cette fermeture, Dieppe a perdu 7000 habitants. Modernisée, la liaison aurait pu se faire en 1h25 tout en continuant à relever la correspondance des ferries de New Haven et offrant aux Parisiens la plage la plus proche. En 2014, l'unique liaison directe entre Brive-Limoges et Clermont-Ferrand est coupée. La section de 22 km entre L'accueil et Aigurande ferme faute de trouver 7 millions d'euros, €, pour réaliser des travaux afin d'y assurer le maintien de l'exploitation voyageurs. Les acteurs impliqués, RFF, Réseau Ferré de France, l'État et les régions Limousin et Auvergne, n'arrivent pas à s'entendre. Conséquence, Oussel Clermont-Ferrand, 82 km effectués en quart. La 5e ou 6e puissance mondiale, incapable de trouver 7 millions d'euros. Des lignes fermes, des associations militent pour des réouvertures. Ainsi, en Alsace, 1969, le trafic voyageur cesse sur Bollwiller-Lautenbach, 14 km, qui dessert Deville, Soultz, 7100 h, et Guebwiller, 11 000 h du Florival. Une association, Florirel, se crée en 1991 pour la réouverture des 9 km de sa partie la plus peuplée. 20 ans après les premières études, aucune réouverture. De qui se moque-t-on avec ces délais dignes d'une LGV de 300 km ? Et ces quelques exemples ne sont que les arbres qui cachent la forêt des fermetures injustifiées. Mouvement sans fin puisque depuis 2011 ce sont 968 km qui ont été à nouveau fermés, ou dites avec plus de douceur, suspendus, et des réouvertures qui n'aboutissent pas. Mal français, avec le paravent des coûts mis en avant comme le crucifix brandi par un exorciste. Rentabilité directe contre rentabilité indirecte. Cette succession de bêtises et trahisons, c'est l'absence d'un choix en matière transport depuis 8 décennies. Un champ de ruines qui discrédite toute une technostructure qui nous a menés à cette situation. Comment a-t-on pu passer d'un des meilleurs réseaux mondiaux dans les années 70 à un réseau aussi délabré ? L'échec de cette technostructure ne peut que motiver désormais tous ceux qui chérissent des projets, mais n'osaient pas les sortir jusque-là, un peu timides et honteux, à s'enhardir pour proposer leurs solutions. Porteurs de projets. Relevez la tête.
Vous ne pourrez pas faire pire. Debout. Conscient que les blocages ne sont pas une fatalité, je fais le pari du train avec la prédiction de Louis Armand, président de la SNCF de 1955 à 1958. Le train sera le mode de transport du XXIe siècle s'il survit au XXe siècle. Il a survécu au XXe siècle malgré toutes les attaques pour le réduire à quasi-néant, malgré la volonté et les efforts de ceux qui voulaient voir disparaître cet empêcheur de bitumer en rond pour satisfaire des intérêts particuliers. Le train n'est cependant pas encore vu en France, contrairement désormais à la majorité des pays européens, comme une alternative pour réussir une mobilité durable, mais tout au plus comme un complément pour régler des problèmes critiques, notamment dans les grandes agglos françaises congestionnées où seul Paris bénéficie d'un réseau de rails. Honte française. Dans les années 80, j'étais fier de montrer nos trains à mes copains d'Europe du Sud où les trains cumulaient les retards. Aujourd'hui, c'est inversé. La honte ? Il reste 2 obstacles majeurs au développement du ferroviaire en France. Il faut vendre des voitures. En 1950, il y a 2,3 m de voitures pour 41,8 m d'habitants, soit une voiture pour 18,17 habitants et en 2017, c'est une voiture pour 1,66 habitants. Et ne tarir surtout à aucun prix, cette vache à lait fiscale et ménager les derniers emplois encore localisés en France. Crainte de laisser les clés de la mobilité du pays aux mains d'une corporation, pouvant le bloquer à tout moment. Argument s'appliquant aujourd'hui au secteur routier, à qui on a pourtant donné les clés en toute imprudence. Aujourd'hui, en France, 73% des dépenses transport concernent la route et 7,1% le rail. Depuis 1996, la longueur totale du réseau routier s'est accrue de 14,5%, celle des autoroutes de 35%. Depuis 1996, la longueur du réseau ferroviaire exploité a diminué de 11% total malgré la création de 876 km de LGV. Le train, c'est 9,2% du trafic passager et 10% du trafic fret, Autorité de régulation des transports. Le train connaît un essor sans précédent par-delà nos frontières devenant très tendance. Un grand chantier pour faire du rail la colonne vertébrale de la mobilité s'ouvre donc à nous. Tâche gigantesque. Par où commencer ? La France souffre de fractures territoriales qu'il y a urgence à réparer, comme l'a montré le mouvement initial des Gilets jaunes sensibles à la mobilité. Parons au plus pressé, la transversalité Est-Ouest est décédée à 23 ans. Et si nous nous payions le luxe de la réinventer pour pouvoir transversalaire mode XXIe siècle ? Chapitre 2. Réinventer la transversalité Atlantique-Alpes pour pouvoir transversalaire. Le premier ancêtre de la Via Atlantica, résolument franco-français, date des années de la fièvre ferroviaire du Second Empire, 15 ans après celle initiée par l'Angleterre. La Compagnie du Grand Central, créée en 1853 par le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III et ministre de l'Intérieur, visait à implanter un réseau ferré transversal situé au cœur de la France et devant relier Lyon et Alpes à l'océan Atlantique directement. La démarche s'est d'abord concrétisée par le rachat de l'historique Compagnie du Lion à Saint-Étienne. En dépit de ses importants soutiens politiques, le duc de Morny ne pourra s'opposer au poids grandissant du centralisme ferroviaire, en marche depuis le 11 juin 1842 avec la loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemin de fer consacrant le schéma d'un réseau ferroviaire en étoile, centré sur Paris, l'étoile de Legrand, du nom de Baptiste-Alexis Victor Legrand, directeur général des ponts et chaussées, qui organisait l'ensemble du réseau ferré français à partir de Paris. Les ambitions de Morny ont été vite contrecarrées par la fusion de son principal concurrent, la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, avec celle du Lyon-Marseille, pour former le PLM, Compagnie du Paris-Lyon-Marseille, laissant libre cours à un réseau hyper centralisé. Et en 1857, le partage du Grand Central après sa faillite bénéficia à la fois au jeune PLM et au Paris-Orléans, PO, ce qui figea pour longtemps le paysage des compagnies ferroviaires. La Compagnie du Midi, la seule à s'être structurée autour d'une transversale avec la ligne Bordeaux-Toulouse 7, s'est vue alors barrer l'accès direct à Paris par son concurrent PO. Aujourd'hui encore, les lignes transversales restent les véritables parents pauvres du réseau ferré national, phénomène accentué par le développement du réseau des LGV,
toutes centrées sur Paris hormis la LGV Rhin-Rhône. Ainsi, la ligne Lyon-Nantes n'est toujours pas totalement électrifiée, tandis que sur 2 itinéraires Lyon-Bordeaux, celui via Clermont-Ferrand est neutralisé et l'autre, via Limoges, reste peu performant par le délabrement de ses infrastructures, par la complexité de son tracé, mais aussi par la concurrence de la route Centre-Europe Atlantique, RCEA. Voilà pour l'histoire. Parisien, je n'avais moi-même pas beaucoup de considération pour les liaisons ferroviaires transversales. Dans mon jeune âge, elles étaient parcourues par un autorail rapide de première classe aux performances timides dans la traversée du Massif central en raison d'une infrastructure épousant un tracé souvent capricieux fait de courbes et de contre-courbes. Sur l'indicateur horaire Chay, la Bible du voyageur ferroviaire, fondée en 1845 par Napoléon. Chay, que je dévorais à longueur de journée et de nuit, traînant ainsi la réputation de savoir par cœur tous les départs de train de toutes les gares comme un singe savant, ces transversales m'apparaissaient comme exotiques, sorte de mini-transsibériens. En quoi les transversales pouvaient-elles intéresser le Parisien que j'étais, et à qui tout était dû? N'habitais-je pas le lieu suprême, d'où n'importe quel point du territoire était atteint le plus rapidement possible? Je n'avais aucune raison de transversalaire. Les transversales, c'était au mieux du tourisme. D'ailleurs, dans notre pays hyper centralisé, comment pouvions-nous avoir l'audace d'occulter Paris? Et qu'avaient donc besoin de se retrouver les habitants de Lyon avec ceux de Nantes ou de Bordeaux? Seuls les Parisiens pouvaient prétendre à la mobilité, alors les transversales, sujets secondaires comme les lignes qui en découlaient. À l'été 1975, la publication de la dernière édition du Chay coïncide avec l'apogée des relations en matière de temps de parcours sur le réseau classique. La SNCF avait lancé les trains d'affaires qui s'élançaient tous de Paris à 6h45, emportant leur missi dominici de retour le soir même. Les transversales participent à cette bonne santé du rail. 1973, la SNCF s'y intéresse, et mieux encore, croit en leur avenir en inaugurant les services assurés par les turbotrains qui apportent un gros plus en termes de rapidité, prix, accessible aux voyageurs de seconde, fréquence et confort. Le fameux RPFC sans lequel le produit ferroviaire ne fera jamais le plein. Ce service débuta sur 3 transversales, Nantes-Lyon, Bordeaux-Lyon et Strasbourg-Lyon. Lyon plaque tournante de ce nouveau service. La deuxième agglomération de France peut rayonner. Avec 4 allers-retours sur Lyon-Nantes, 6h07 et Lyon-Strasbourg, 2 allers-retours sur Lyon-Bordeaux, 7h23, c'est une révolution. Lyon est alors un vrai carrefour ferroviaire. Succès. Les turbotrains, trop peu capacitaires, sont remplacés dès 1977 par des rames Corail tractées sur Nantes-Lyon. À cela s'ajoute un train de nuit, les temps de parcours diurnes étant encore trop longs pour permettre l'aller-retour dans la journée. Les transversales cessaient d'être les parentes pauvres du réseau ferroviaire avec une SNCF combative en pleine lutte pour ne pas se laisser submerger et dépasser par les concurrences routières et aériennes. Une SNCF qui croyait encore en son produit, et toujours plus ou moins aux taux investis de la noble mission d'aménageur du territoire. La géométrie appliquée à la géographie n'était pas trahie, la ligne droite demeurait le chemin le plus court d'un point à un autre. Dernière bataille de la SNCF pour le réseau classique avant l'arrivée de la déferlante TGV? En tant que Parisien et ferroviphile, j'étais content de voir que le train était à l'offensive pour gagner de nouveaux clients. J'étais aussi content pour les Lyonnais, les Bordelais, les Nantais qui allaient enfin pouvoir se rencontrer plus aisément. 1981, inauguration de la première partie de la LGV Paris-Lyon, puis 1983. De la seconde, 6 heures pour faire Nantes-Lyon via Paris en changeant de gare, à égalité avec la transversale mais plus chère. Bordeaux-Lyon 7 heures, mais beaucoup plus cher. En 1996, la mise en service des premiers TGV interconnectés Nantes-Massy-Lyon en 4h40 malgré 162 km supplémentaires, porte le coup de grâce. Acte de décès de la transversalité traditionnelle irriguant les territoires, elle n'a que 23 ans. Le TGV bouleverse la géométrie élémentaire. La ligne droite n'est plus le chemin le plus court d'un point à un autre. Et aujourd'hui, la transversalité est agonisante, voilà pourquoi c'est le sujet à prendre à bras le corps. La SNCF la conçoit via l'Île-de-France. Le site de la SNCF n'hésite pas à nous faire passer par Paris lorsque l'on pianote Bordeaux-Rennes, ou Bordeaux-Lyon,
réalisable en 4h52 en changeant de train dans la capitale mais au prix de 2 TGV. Dans les années 90, des chefs d'entreprise bretons, dont Jean-Pierre Leroc, père d'Intermarché, voulaient se rapprocher des portes de l'Europe par le rail, conscients déjà que la route ne pourrait plus tout faire. Mes cogitations, agrémentées de consultations diverses, me conduisirent à imaginer la T2A ou transversale Alpes-Atlantique. Je revois Jean-Pierre Leroc s'interroger, avec un petit sourire, sur ma motivation. Pour qui roulais-je ? Robert Hue, alors secrétaire national du Parti communiste français (PCF). Intéressant de voir que l'idée du rail était pour lui synonyme du PCF. Le bon sens me motive. Le rail est un excellent outil, s'il est utilisé intelligemment et mis au service de l'intérêt général. Il se satisfie de la réponse sans en être convaincu, habitué à évoluer dans un monde de lobbies. Et avec la transversalité Est-Ouest ainsi réinventée, prélude à de bons services sur une bonne infrastructure, nous allons faire d'une pierre plusieurs coups. Ces transversales vont redessiner un réseau couvrant près de la moitié de la France. Et un réseau, c'est une ligne nouvelle articulée avec des lignes classiques offrant des possibilités de services régionaux et périurbains avec rail ou ferroviaire léger. Pas de réseau sans transversale contribuant à l'architecture de l'ensemble, indispensable pour bien charpenter le pays en réparant un grand nombre de fractures territoriales. Je publie donc en 2000 chez l'Harmattan le livre La transversale Alpes-Atlantique, plus familièrement et dans le langage des sigles T2A. L'Association Logistique Transport Ouest, ALTRO, bras armé de la transversalité, est créée en 1997 pour porter le projet. ALTRO, souvenir de mon séjour romain. Mot lâché par mon boucher une fois qu'il m'avait servi, espérant que ce mot ALTRO serait le sésame pour un achat supplémentaire. ALTRO, autre, voir les choses autrement dans le monde ferroviaire bien au chaud dans son confortable entre-soi. C'est le coup d'envoi de la réflexion transversale moderne. À l'origine, ces transversales ne sont pas pensées transversales, mais sont faites de briques et de brocs en utilisant au maximum des tronçons de lignes radiales vers Paris. Ainsi Lyon-Nantes s'appuie de Nantes à Tours sur l'itinéraire Nantes-Paris-Austerlitz, de Bourges à Vierzon sur Bourges-Paris, de Saint-Germain-des-Fossés à Nevers sur Clermont-Ferrand-Paris, de Roanne à Saint-Germain-des-Fossés sur Lyon-Paris via Saint-Étienne. Une transversale qui n'est pas pensée transversale mais comme une addition de radiales, auxquelles on a rajouté des bouts pour assurer la continuité comme Tours-Vierzon. Mais on ne transversale pas efficacement en sautant de radiale en radiale, et en arborant un tel habit d'arlequin. Et idem pour Bordeaux-Lyon, Bordeaux-Coutras de Bordeaux-Paris, puis Périgueux-Limoges-Saint-Sulpice-Laurière de Périgueux-Paris. Qui de La Rochelle n'a pas une fille étudiant à Clermont, ou encore une autre de Bordeaux qui travaille à Lyon, sans oublier la grand-mère décidée à finir ses jours dans la douceur atlantique laissant ses petits-enfants à Grenoble. Alors, relier ces deux rives de la France, n'est-ce pas recoudre le territoire ? Excellente idée. Personne pour la rejeter philosophiquement. Tout au plus quelques empêcheurs de transversalaire en ligne droite. Ceux qui ont une calculette à la place du cerveau. Traverser la France, surtout en train, relève du parcours du combattant. L'effet turbo des années glorieuses a vécu tout comme la SNCF de combat au profit de la SNCF, de l'argent facile avec le TGV. L'idée de redonner vie à ces deux transversales est pleine de bon sens, mais se heurte à ceux qui considèrent qu'il n'y a rien à tirer de cette France traversée par la diagonale du vide et condamnée au déclin irrémédiable. Mais quel est donc le cheminement de cette nouvelle transversalité ? Elle démarre en Normandie, au port de Ouistreham pour relever la correspondance avec les ferries en provenance d'Angleterre, avant de desservir Caen, Vire où elle croise la ligne Paris-Granville permettant l'accélération de liaisons régionales, soit Granville-Caen en 1 heure contre 1h32 aujourd'hui, 1h20 par la route, puis Fougères avant d'arriver à Rennes. À Rennes, la T2A est rejointe par les lignes de Brest, de Saint-Malo et de Paris, avant de plonger vers Nantes via ce qui devait être le célèbre aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou NDDL pour les intimes, tués dans l'œuf. À Nantes, la ligne de Quimper rejoint la T2A. De Nantes, la ligne va vers Chemillé avec une gare et un échangeur qui permet des services directs sur Angers et Cholet. Puis c'est Bressuire, Parthenay, ce nord de Sèvres abandonné, et Poitiers, Limoges. Clermont-Ferrand direct et Lyon direct avec une traversée souterraine est-ouest desservant Lyon-Perrache, Lyon-Pardieu. Une réunion à la CCI, Chambre de commerce et d'industrie de Lyon au début du siècle,
avait fait savoir qu'un arrêt à Perrache n'était pas utile. Très vite, cependant, il apparaît que la ligne droite Limoges-Clermont-Lyon ne fait pas l'unanimité, notamment le passage sous les volcans, éteint depuis à peine 6000 ans, apparaît surréaliste et provocateur. Par ailleurs, la ligne directe entre Limoges et Clermont ne permettrait pas de desservir les villes moyennes de Guéret, Montluçon, Saint-Germain-Vichy, les maintenant dans l'abandon. Nous avons donc 3 transversales en une. Lyon-Bordeaux, Lyon-Nantes avec une solution pour une troisième, Nantes-Bordeaux, aussi faite de briques et de brocs que les 2 précédentes. La Roche-Lyon-Nantes, ligne les Sables-d'Olonne-Paris, Bordeaux-Saintes, ancienne ligne Bordeaux-Paris de la Compagnie de l'État. Décor dressé pour pouvoir transversalaire. La T2A, fret et voyageurs, est cohérente en matière de transition énergétique car économe en énergie, dépensée sans compter par l'itinéraire Bordeaux-Lyon via Toulouse, Montpellier et le sillon rhodanien, 350 km plus long. Or, réduire notre dépendance énergétique est une priorité et un impératif pour échapper aux aléas d'un contexte géopolitique mouvant. La T2A contribue aussi à l'amélioration du cadre de vie. Elle redessine un espace rural et urbain, la préservation de la biodiversité, la protection de la santé publique. C'est moins de pollution et d'accidents grâce à un transfert modal significatif de la route et de l'aérien, vers un mode ferroviaire favorable à l'environnement, réducteur des nuisances gazeuses et sonores. La T2A, c'est une mobilité pour tous alliant solidarité et qualité de service assurée par une nouvelle infrastructure moderne et efficiente. La T2A contribue à l'intermodalité. Intermodalité aérienne avec la proximité des aéroports de Lyon, Nantes, Bordeaux, Rennes, Brest et maritime avec les ports atlantiques. La réduction des congestions. La T2A soulage sillon rhodanien et arc méditerranéen des relations Sud-Ouest-Lyon. Des économies d'exploitation avec suite aux raccourcis, des rotations de rames plus rapides. La T2A c'est la superposition de plusieurs types de trafic, fret, longue distance, régional pour les transports du quotidien, augmentant sa rentabilité, indirecte, notamment sociale. Elle peut être utilisée pour rapprocher Clermont-Ferrand et Limoges de Paris, et faire bénéficier ces relations d'aides européennes. C'est le projet qui, en offrant le plus de gains de temps, 3 ou 4 heures contre d'autres se limitant à un gain de moins d'1 heure, apporte le plus d'opportunités de développement des territoires et le mieux à même de redistribuer les cartes de la mobilité au niveau national et européen. La T2A a pour vocation de fédérer collectivités, acteurs économiques et citoyens, et de leur offrir un projet d'avenir bouleversant leur positionnement géographique et les équilibres économiques. Aucun acteur ne doit manquer à l'appel. Pour promouvoir la T2A, le choix d'Altro est de se glisser dans les débats publics qui vont émailler les années à venir et dont le premier est celui sur la LGV Poitiers-Limoges. Altro, consciente que d'autres projets sont prioritaires, saura prendre sa place dans la file, attendre son tour pour ne pas resquiller et ne pas contrarier les défenseurs d'autres projets. Transversale Alpes-Atlantique ou T2A, puis Transversale Alpes-Auvergne-Atlantique ou T3A, puis Transline pour arriver enfin à la Via Atlantica. Cheminement d'une réflexion franco-française devenue une réflexion européenne. Un projet qui a évolué, grandi, suite à l'apport des uns et des autres. En 2008, une étude, payée par les adhérents d'Altro, conclut à la pertinence du projet. Le trafic entre Poitiers et Limoges est alors estimé à 6 cents de voyageurs annuels, obtenus par l'addition des trafics Paris-Limousin et transversaux. C'est alors l'enthousiasme des adhérents, conscients de partir pour une aventure inédite de reconquête de territoires moribonds. L'enthousiasme des bâtisseurs, conscients de leur contribution à l'avancée du progrès humain. Parce que le développement du Massif central aujourd'hui mal relié à des bassins de vie et d'activité pourtant si proches, Arc Atlantique, Rhône-Alpes, etc., nécessite son désenclavement à l'ouest et à l'est, Transline doit devenir réalité. René Souchon, président de l'Auvergne et d'Altro. Je ne peux que souligner l'intérêt de la prospective dans l'aménagement du territoire, et noter que des idées qui apparaissent utopiques au départ le deviennent souvent moins au fil du temps. Le fonctionnement de la France très centralisatrice jusque dans ses infrastructures ne résiste pas à un raisonnement européen et toutes les voies ne doivent plus mener à Paris. Gilles Bourdoulet, président de la CDA du Choletais, député du Maine-et-Loire.
Notre stratégie de développement et celle d'Altro poursuivent des buts totalement cohérents en matière de projets de développement, et le PALER souhaite donc soutenir activement les initiatives portées par cette association pour des projets d'infrastructures ferroviaires sur l'axe Est-Ouest. Laurent Martens, directeur du port autonome de La Rochelle, PALER. Il s'agit de doter le cœur de la France d'un équipement moderne au service des ambitions de développement régional de ces villes, trop souvent laissées à l'écart, d'une répartition harmonieuse des activités sur l'ensemble du territoire national. Jean-Pierre Limousin, président de la CCI de Limoges. Ce serait une erreur de croire que le monde s'arrêtera une fois que la LGV Le Mans-Rennes sera ouverte. Dans la mondialisation, ne privilégier qu'une destination et se fermer aux autres serait une grave erreur. Il ne saurait être question de réfléchir à une liaison Rennes-Nantes sans considérer que cette liaison est un des maillons de Transline. D'ailleurs, la préétude fonctionnelle montre que le trafic attendu dans le cas d'une réalisation limitée au seul Rennes-Nantes serait de 2,4 m de voyageurs annuels contre 3,5 m dans le cadre de Transline. Alain Lalo-Kerali, directeur adjoint de l'agence d'urbanisme de Rennes. Soucieux de reprendre le train de l'histoire, Grand Roanne Agglomération s'implique avec force dans le projet Transline. La réalisation d'une ligne TGV traversant le Massif central pour relier l'Atlantique aux Alpes s'imposera comme élément incontournable d'un aménagement durable du territoire national et européen. Bernard Jailleul, vice-président du Grand Roanne. Nombreux sur la ligne de départ, ils incarnent cette France qui bouge par des projets sans savoir toutefois s'il s'agit d'un sprint ou d'une course d'endurance. Qu'importe, tous ensemble, nous réussirons grâce à cette volonté de faire de la prospective, dont Patrick Rimbert, ancien adjoint à la mairie de Nantes, m'a donné la plus belle définition à la pertinence jamais égalée. Monsieur Cagnot, vous répondez à des questions que l'on ne s'est pas encore posées. Et maintenant, il est plus que temps de passer aux choses sérieuses et d'entrer dans la mêlée dont la première va nous mener entre Poitou-Charentes et Limousin. Chapitre 3, LGV Poitiers-Limoges, amorce de la transversalité. Le Limousin, après avoir accueilli le train le plus rapide d'Europe en 1967 avec le Capitole Toulouse-Paris roulant à 200 km/h sur 122 km, se sentait quelque peu à l'écart du progrès au moment où le maillage des LGV se profilait. Je revois à l'époque, pédalant sur mon petit vélo, les affiches vantant l'exploit. Entre Les Aubrais et Vierzon, il le tient le 200 km/h, et leur vue m'encourageait à pédaler plus vite encore, sans doute pour tendre vers ce 200 km/h qui faisait la différence avec toutes les autres lignes y compris avec l'impériale et prestigieuse PLM. Ces affiches faisaient écho à celles qui disaient par tous les temps le train, à une époque où feuilles mortes, canicule ou neige, ne servaient pas pour justifier un retard. En 1992, dans l'euphorie des inaugurations de lignes nouvelles Lyon-Paris, puis Le Mans-Paris et Tours-Paris, un schéma directeur des lignes à grande vitesse fut établi. Chaque mode de transport fait cavalier seul, avec son schéma directeur, sans se soucier de cohérence avec les autres, sans que l'on parle de multimodalité ou d'intermodalité, deux termes qui nous amènent aujourd'hui à parler de mobilité et non plus transport. La mobilité allant de notre porte à celle où l'on se rend. Ce schéma a pensé à tout le monde, même au Limousin et à l'Auvergne avec un nid renversé vu de Paris, avec une branche de Limoges rejoignant à Vierzon celle de Clermont-Ferrand avant de converger en tronc commun sur Paris. Ce schéma est tué après l'inauguration du TGV Nord à la fréquentation en deçà des prévisions avec des coûts explosés, le rapport rouvillois ayant revu la rentabilité de nombreux projets à la baisse. Fin de l'acte I, Limousin et Auvergne n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. L'Auvergne est éjectée des préoccupations, elle vient de si bas et reste un cul-de-sac nord-sud si l'on accepte les lignes plus touristiques que performantes vers Béziers, l'Aubrac et Nîmes, le Cévenol, mais le Limousin, fort d'avoir détenu le train le plus rapide d'Europe, ne peut décemment pas être abandonné. Et au-delà de Limoges, Toulouse, ce n'est pas rien, de quoi voir la vie en rose. On farfouille dans les cartons et on trouve le pendulaire, technique italienne, acte 2. Pas besoin d'infrastructures nouvelles. Le train travaille en se balançant de droite à gauche et de gauche à droite au gré des courbes dont le rail a besoin d'être renforcé. Entre Paris et Châteauroux, le gain est nul par manque de courbes, le train peut commencer à danser après Châteauroux, soit 2h30 pour un Limoges-Paris sans arrêt. Le slogan du pendulaire 5 minutes gagnées pour 100 km se vérifie.
Toulouse est atteinte en 5h20 à égalité avec l'itinéraire via Bordeaux, sachant que ce dernier permettra en 2017 un Toulouse-Paris en 4h08. 2h30 pour un Limoges-Paris contre 2h avec le I du schéma directeur? Le compte n'y est pas. Les détracteurs du pendulaire ne s'y trompent pas, c'est le TGV du pauvre, mais bon, c'est mieux que rien. Pas question de bouder cette nouvelle proposition qui améliore un peu le statu quo. La SNCF n'est pas très emballée car cela constituerait une petite série de rames spécifiques, même si la Bretagne semble intéressée pour atteindre Brest et Quimper. L'Auvergne regarde de loin et se surprend à imaginer un Clermont-Paris en 2h50 avec un hypothétique pendulaire. Décembre 2003, un conseil interministériel d'aménagement du territoire, CIADT, clôt l'aventure pendulaire. Coup dur pour le Limousin, deuxième gifle. Les Limousins sont patients, et ils n'ont pas d'autre choix car ils ne sont pas nombreux. Acte 2 fin. Et puis, Bernadette, Chirac bien sûr, vient à la rescousse et ressuscite une vieille idée de Michel Delebarre, ministre des Transports en 1990, relier Limoges à Paris à grande vitesse via un barreau vers Poitiers connecté sur la LGV Bordeaux-Paris. Acte 3. Ce projet de 135 km est soumis à un débat public, présenté comme un bel exercice démocratique dans lequel s'engouffre Altro, pleine d'espoir. Une occasion unique pour parler de la transversalité et faire avancer la T2A devenue la T3A, transversale Alpes-Auvergne-Atlantique, depuis l'adhésion de l'Auvergne à Altro en 2004. Du 5 septembre au 13 décembre 2006, je suis la caravane du débat public, Limoges, Poitiers, Guéret, Brive, Tulle, Châteauroux. Les zones traversées s'enflamment. Les clivages traversent les familles politiques et familiales. Telle réunion va rassembler un maximum d'opposants qui siffleront, tant la commission que RFF. Ainsi, la célèbre apostrophe du maire de Guéret s'adressant à la présidente de la CPDP, commission particulière du débat public, pour son mot de bienvenue lui signifiant que si elle n'avait pas été une femme, elle serait repartie avec perte et fracas, et sans doute, pour prolonger sa réflexion belliqueuse, reconduite aux limites de la ville avec quasiment du goudron et des plumes. Mais monsieur le maire a de l'éducation, il est même galant. À Poitiers, peu de monde, des écologistes contre le projet qui va dévaster la campagne, proclament l'inutilité de la vitesse. Facile pour des Poitevins qui, le ventre plein, attendent encore de gagner une dizaine de minutes avec Paris et qui s'étonnent de la rage des Limousins, de vouloir gagner du temps sur le temps. Allez vite, pourquoi faire? Le problème ne se pose plus quand on est déjà à 1h25 de Paris. Non, vraiment ces Limousins exagèrent et d'abord ils ne sont pas d'accord entre eux. À Limoges, fin de LGV et de Paris. Pour Guéret, c'est du foutage de gueule. Périgueux, Brive et Cahors comprennent sans difficulté que le gain enregistré pour Limoges le sera également pour eux. La souterraine, 5300 habitants, située sur la ligne historique POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, craint le déclassement comme porte d'entrée de la Creuse. Pour Châteauroux, c'est le chiffon rouge. La participation y est la plus énorme avec 1 millier de citoyens venus crier leur attachement au POLT et la détestation de la LGV. Le sénateur-maire de Châteauroux n'a qu'une obsession, tuer le Poitiers-Limoges, selon son expression même, pensant naïvement que ça améliorerait de facto les relations de Châteauroux avec Paris, oubliant que la LGV offre un accès rapide vers Bordeaux et la péninsule ibérique, à Châteauroux. Tuer le Poitiers-Limoges au lieu de demander à la technostructure d'inventer un nouveau destin au POLT, en articulation avec la LGV. Pas question. Il ne faut rien toucher comme si la situation était immuable depuis 1967. Le POLT, tout le POLT, rien que le POLT. Que diable RFF allait faire dans la galère Châteauroux leur expliquer qu'il n'aurait plus que 4 allers-retours sur le POLT, au lieu de 7, comme si la LGV était une alternative pour les Castelroussins. Bellac, Montmorillon, Confolens, autant de petites villes survolées par la LGV. Angoulême ne se sent pas concerné, et est d'ailleurs exclu du débat malgré l'occasion ainsi offerte de se rapprocher de sa voisine avec l'option sud. Seul thème qui écrase tous les autres, la relation avec Paris, seule perspective jugée sérieuse. Dès lors, le projet se met en concurrence directe avec le POLT. La guerre de religion fait rage entre poltistes et LGvistes. La question est, quand aura lieu la Saint-Barthélemy ?
Inquiétude légitime des villes traversées par le POLT à qui RFF annonce une réduction des dessertes lors de la mise en service de la LGV. Un POLT déjà affaibli par la défection de fait de la ville rose qui préfère privilégier la solution 100% LGV via Bordeaux, même si c'est au prix de 80 km supplémentaires, une fois tout achevé. On ne raisonne plus en distance kilométrique mais en distance temps. Illusion d'optique, la différence kilométrique n'étant finalement pas si grande. Le Poitiers-Limoges, mieux que le I car il comporte une dimension transversale que tout homme sensé se devrait d'exploiter pour fuir la guerre de religion déclarée. Ainsi, un Rochelais qui de Limoges veut revenir chez lui n'a que faire du POLT de cette ligne que les opposants voudraient universelle. Mais le POLT est devenu la vache sacrée de beaucoup, un refuge contre ceux qui voudraient marginaliser les territoires, une sorte de pierre philosophale capable de résoudre tous les problèmes de mobilité limousine. Le décor des débats est immuable, avec la CPDP qui trône sur une estrade pour délivrer son message en insistant sur l'impartialité de ses membres qui ne sont qu'un des bras, non armés, du débat. Et à droite, vue de la salle, une petite table pour RFF, la technostructure et les experts. Généralement 2 personnes, le chef de projet et un moins chef. Hélas. Je vais vite m'apercevoir que si effectivement, le ferme ta gueule de toute horrible dictature n'est pas de mise, c'est en revanche le règne du cause toujours, ingrédient de notre démocratie. 3 scénarios sont proposés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.